Si je ne sais pas toujours où je vais, j'ai au moins la chance de savoir d'où je viens. Mais ce n'est pas le cas de notre invitée de la semaine. En plus d'ignorer son passé, Anne-Sophie s'est découvert une sœur sur sa route. Mais cette rencontre ne l'a vraiment pas éclairée comme elle aurait pu l'espérer. Toute ta vie, tu penses à ta mère biologique et tu as beaucoup de compréhension. C'est-à-dire que tu te dis, elle a dû avoir un parcours de vie très difficile, du coup elle n'a pas pu s'occuper de moi. Et quand tu apprends qu'elle a aussi abandonné ta petite sœur, il y a un côté protecteur. Faut pas tomber dans le truc de j'ai pas confiance en moi parce que j'ai été abandonnée. T'as pas le choix en fait, il faut aussi que tu t'en sortes et t'as pas forcément d'excuses. Pour moi, je voulais jamais que ce soit une excuse. Souvent, je m'adresse à la vie. Je lève les yeux au ciel et je dis merci. Au fur et à mesure de notre échange, Anne-Sophie me partage sa foi inébranlable dans la vie. Et surtout cette manière très positive de relire son histoire qui transparaît dans chacun de ses sketchs. Elle nous offre d'ailleurs en fin d'interview un secret pour faire comme elle ce petit pas de côté et voir la vie comme un cadeau. Bon épisode. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Une fois de plus, vous allez voir avec notre invité du jour que son parcours personnel et spirituel n'est pas si loin du vôtre. Mais juste avant de vous la présenter, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est la seule manière pour nous de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer à exister. Labajon, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur le plateau des Lueurs. Mais tout le plaisir est pour moi. On te connaît pour ton humour, on te connaît pour ton humour piquant, ton sens de la répartie. T'as été révélée, si je ne me trompe pas, au grand public en 2017 en faisant des sketchs sur YouTube. Oui. Et depuis, tu es aussi chroniqueuse sur Rire et Chanson, tu développes plusieurs projets artistiques. Et tu es actuellement d'ailleurs toujours sur scène dans un spectacle qui s'appelle L'Extraterrienne, Oui. En tournée dans toute la France, le 4 avril, si je ne me trompe pas, aux Folies Bergères. Et c'est exact. Et donc toutes mes informations sont bonnes jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça va. Il reste 45 minutes d'interview. Fais très attention. J'aimerais, avec toi, qu'on parle un peu de ton histoire personnelle. Parce que la promesse chez Lueurs, c'est, à partir de l'histoire personnelle des gens, de pouvoir venir nous rejoindre dans ce qu'on vit tous intérieurement, mais ce qu'on n'exprime pas forcément. D'accord. Quand on regarde ton histoire, je me suis dit qu'Extraterrienne, t'avais vraiment dû le ressentir. Parce que t'es née sous X, ouais. Admise, je sais pas si on dit comme ça, à la DAS. Admise. Ouais. Admise, c'est ça le mot. C'est vrai, ouais. Et finalement adoptée à l'âge de 1 an par un couple en banlieue parisienne. Et ton histoire est hors du commun, puisqu'il y a 2 ans, tu as pu rencontrer ta sœur biologique et te rendre compte qu'elle était aussi adoptée. Oui. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ça aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut savoir où on va sans savoir vraiment d'où on vient ? Est-ce qu'on peut partir d'une page blanche ? Est-ce qu'on peut développer ses talents sans forcément se raccrocher à une histoire ? Est-ce que tout ça c'est possible ? Alors, effectivement, c'est une question que je me suis très souvent posée et que j'ai souvent entendue dans mon enfance. Est-ce qu'on peut savoir où on va quand on ne sait pas d'où on vient ? Oui, mais avec plus de difficultés qu'une personne qui serait au courant de ses origines, je pense. Voilà. Alors c'est ça dont on va parler un petit peu, parce que les gens disent cette phrase à un comptoir, on passe à la suite. Oui. Toi, il y a une vraie histoire et j'aimerais qu'on prenne le temps de la creuser pour la faire découvrir. Sur la table, pour qu'on découvre un petit peu qui tu es, il y a 3 fiches. Je te propose de retourner la première carte, de lire la phrase et de la compléter. D'accord. La grande question qui m'a travaillé pendant mon enfance, c'est effectivement de savoir mes origines. D'où je viens. D'où je viens, oui. Mais surtout pour pouvoir répondre. Parce que souvent, on me disait, mais t'es un petit peu typé, tu viens d'où ? Et parfois, ce qui était drôle de voir, c'est que ma réponse ne convenait pas à la personne en face. Quand je lui disais, je sais pas, parce que en fait, j'ai été adoptée et tout. Et la personne refusait un petit peu le truc, genre, mais comment ça, tu sais pas T'as pas cherché, t'as pas creusé. Voilà, et puis alors, t'as ouvert ton dossier, pourquoi tu veux pas rencontrer tes parents biologiques ? Je comprends pas. Il y a vraiment des gens qui réagissaient pas forcément très bien. Et du coup, je racontais un petit peu tout et n'importe quoi. Je disais, voilà, je suis marocaine, voilà, ça passe. Et la personne passait à autre chose. Et on me laissait un petit peu tranquille. Mais toi, ça continuait de te trotter un peu dans la tête quand même. Forcément, oui, parce que je ressemble pas du tout à mes parents. Et du coup, moi, il y a eu un gros point d'interrogation toute ma vie là-dessus. Je suis un petit peu bronzée. J'ai mon premier prénom qui était Yasmina. C'est le seul truc que j'avais, c'était ce premier prénom. Tu savais que de Yasmina, t'étais devenue Anne-Sophie ? Oui.
Oh oui, alors mes parents adoptifs m'ont toujours dit la vérité tout de suite. Ce qui était bien parce que moi j'ai un ami qui a su à 17 ans, qui a découvert ça en fouillant dans les affaires de ses parents. Oui, mais alors ça c'est très dur. C'est très dur. Non, moi j'ai tout de suite eu la vérité. On m'a tout de suite dit, bah voilà, t'as été adoptée. De toute façon, ils n'auraient pas trop pu me mentir longtemps. Forcément, ils sont un petit peu... ils sont blancs, les yeux bleus. Donc forcément... Il y avait un sujet d'identité, en tout cas de recherche. Je pense que je m'en serais douté à un moment donné. Alors, voilà. Je te propose de retourner une deuxième carte. Oui. La première fois que j'ai vu ma sœur biologique, je me suis dit, c'est elle. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, ouais. Et alors, c'était très émouvant. Je me rappelle encore, c'était Place du Châtelet à Paris. Et quand j'ai vu arriver, déjà, j'ai quand même attendu un petit peu de temps parce qu'elle était un peu en retard. Ouais, c'est de famille, je pense. et j'ai vu des gens passer. Je me suis dit, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Et quand j'ai vu, je fais, bah oui, c'est elle. Et on s'est pris dans nos bras. Voilà. On va en reparler. Je te laisse retourner la troisième carte. Le plus dur, quand on ne sait pas d'où on vient, c'est de pas savoir quoi répondre. Hein. C'est un peu, désolé, c'est un peu la même. C'est plutôt les autres en fait qui te renvoient le problème. C'est pas forcément toi en fait. Complètement. Moi, c'est ce que je commence à entendre dès le début de cette interview. Ouais. C'est que le vrai sujet, c'est le rapport aux autres avec cette question. Ouais. C'est pas forcément le rapport à soi-même. Ouais, et puis le rapport à soi-même, il est plus ce qu'on se renvoie quand on est petit. C'est-à-dire que quand on se regarde dans la glace, il n'y a pas de réponse. Et quand on est petite au primaire, on a envie de ressembler à tout le monde. On n'a pas envie que ça se sache. Moi, j'avais vraiment envie que ce soit discret, que les autres ne soient pas au courant. Et parce qu'on n'a pas envie d'être différent, parce que c'est un truc un peu... J'avais l'impression que c'était un petit peu un côté sombre, un peu sale. Voilà, je voulais pas qu'on le voie. Mettre sous le tapis pour être tranquille. Ouais, c'est exactement. Alors justement, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu, parce que là déjà, en 2-3 minutes, on a parlé de plein de choses. Si on rembobine et qu'on revient aussi loin que tu t'en souviennes, elle a ressemblé à quoi ton enfance dans cette famille adoptive? Est-ce qu'ils ont été des vrais parents de substitution? Ils t'ont donné beaucoup d'amour? Il y avait une distance? Alors moi, il n'y a pas d'histoire de parents adoptifs ou parents de substitution. Non. Mais mes parents, ce sont mes parents. Ok. C'est ma mère, mon père. Quand bien même il y aurait aujourd'hui une mère biologique qui fait ding-dong et qui dit « je suis ta mère ». Bon, elle dirait peut-être pas sur ce ton-là, mais il n'y aurait pas de questions à se poser. Mes parents, c'est mes parents. Ils m'ont aimée comme leur propre fille et je les ai aimés comme mes propres parents. Et j'ai eu d'ailleurs énormément de chance parce que ce sont des gens absolument formidables, qui ont des valeurs, qui m'ont Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, justement? Ils m'ont transmis le respect, la dignité, l'amour de l'autre. Toutes ces valeurs-là, ils m'ont appris à devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à faire de ce parcours une force. Ils m'ont accompagnée aussi beaucoup dans les périodes de doute. Quand j'ai décidé de me lancer, au départ, ils avaient un petit peu de mal. Ils ont eu du mal à comprendre parce qu'ils avaient un petit peu peur pour moi, parce que le milieu du théâtre, ils connaissent pas du tout. Et ils ont été là à chaque moment et ils le sont encore. Voilà. C'est incroyable. Et est-ce que ils t'ont parlé très vite de ton histoire ou ils ont attendu que tu leur poses la question et comment c'est venu? C'est eux qui ont tout de suite voulu que je sois au courant. Ils m'en ont parlé de manière extrêmement simple. Et en ça, c'était vraiment très bien parce que ça n'a jamais été un tabou dans la famille. Ils m'ont tout de suite révélé que ils n'avaient pas beaucoup d'éléments de réponse. C'est un petit peu ça qui est difficile peut-être aussi de leur côté. Et je le réalise ça maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des difficultés à pas savoir, mais eux, ils avaient aussi peut-être la difficulté de se dire on n'a pas d'éléments de réponse. Eux, ils avaient très, très peu d'infos. Mais ce qui a été incroyable, c'est d'avoir le récit du premier jour où ils sont venus me chercher. Justement, est-ce que tu peux, si tu es d'accord, nous raconter un peu comment ça se passe? Parce que, alors on te l'a raconté après, mais donc, eux ont choisi de t'accueillir spontanément sur un dossier. Ils sont venus, il y a eu une rencontre. Est-ce que tu sais comment ça se passe, ce genre de choses-là? Ils ont mis énormément de temps à m'avoir.
C'est-à-dire D'accord. que l'adoption aujourd'hui en France, c'est un parcours du combattant. Enfin, ils ont mis énormément de temps. Peut-être qu'il y a des parents qui sont mis encore plus de temps à avoir un enfant, à adopter un enfant. Moi, ils ont mis 2 ans et demi. Mais c'est quand même Ce qui super long. Ce qui est super long. Et il y a des parents qui mettent 6 ans, 7 ans. Entre le moment où ils se sont dit on aimerait adopter et le moment où ils t'ont accueilli. Voilà. Et en fait, moi, c'est dans ma malchance, j'ai une chance énorme, c'est que c'était une adoption plénière, c'est-à-dire un accouchement sous X, c'est-à-dire que la mère a 2 mois pour se rétracter, mais qu'une fois qu'elle l'a laissé, Elle a décidé. elle a plus aucun rapport avec l'enfant, elle ne peut jamais le retrouver, ni même, je crois, déposer quelque chose dans le dossier, je suis pas sûre. Mais du coup, moi, j'ai eu l'adoption plénière, c'est-à-dire que les parents pouvaient vraiment décider même de me baptiser, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont très bien fait, de me donner un prénom qui était Anne-Sophie et de m'avoir pleinement et d'être pleinement mon enfant aux yeux des tribunaux français. Donc il y a une démarche administrative auprès du tribunal. C'est vraiment tout un parcours. Et donc, toi, quand tu as commencé à grandir, pardon, je te pose plein de questions parce que c'est... Mais vas-y. J'y vais. Hein. Ouais. Comme une interview presque, voilà. Tu vois. Mais quand tu as commencé à grandir, quand on a les premières questions qui nous viennent, papa, maman, et les premières apparences physiques dont tu parlais tout à l'heure qui sont différentes, toi, tu te souviens que ça a été plutôt douloureux, comme tu disais, ou c'était que à l'école où c'était difficile, mais dans la famille, c'était très normal, très simple, en fait. Dans la famille, c'était complètement normal. Après, forcément, on voit les cousins, les cousines qui se ressemblent entre eux. Donc, il y a un côté, mais je l'ai jamais caché ça, il y a un côté où je me suis toujours sentie différente. Mais j'ai toujours été accueillie par les familles du côté de ma mère, du côté de mon père. J'ai toujours été très, très bien accueillie comme un des leurs, hein, vraiment. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ouais. Tu es l'un des leurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, oui. T'as épousé cette vie comme ça, quoi, un peu naturellement, quoi. Après, j'ai le côté saltimbanque que les autres n'ont pas dans la famille, mais il faut ça. Grâce à toi, tu il y a l'artiste de la famille, donc de toute façon, j'arrive en retard. Oui, c'est la Bajon. Ils avaient déjà d'autres enfants. Et mes parents? Oui. Non. D'accord. Donc c'était l'artiste de la famille, mais au moins ils avaient leur artiste à domicile sans autres frères et sœurs, quoi. Alors après, ils ont adopté mon frère 3 ans après. D'accord. Ouais. Tu grandis donc petit à petit. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils te transmettent des valeurs et de tout ce qu'ils ont eux dans le cœur et qu'ils aimeraient sans se poser de questions, quoi. Il y a pas cette notion de... c'est un acte absolument incroyable d'adopter un enfant, hein, parce que on lui donne tout. Alors, je sais qu'un parent naturel aussi, hein, évidemment, mais là, il y a encore plus il y a un rapport qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que ils viennent vous chercher à la DAS, ils ont mis 2 ans et demi à vous avoir, il y a une attente qui est incroyable, qu'on mesure pas. Et puis, toutes les démarches qu'il y a à faire, mais c'est le parcours du combattant, je disais, c'est-à-dire qu'il faut écrire des lettres, il faut voir un psy, il faut montrer patte blanche, au niveau des fiches de salaire, il faut montrer que psychologiquement vous êtes équilibré, que ceci, que cela. Il y a l'assistante sociale qui vient plein de fois chez vous pour vérifier que vous avez les moyens d'accueillir un enfant, ce qui est très bien. Hein. Oui, ce qui est très bien. J'étais en train de me dire si tous les parents faisaient ça avant de devenir parents. Oui, non, bien sûr. Après, c'est très bien, sauf que on mesure pas la difficulté que c'est. Et c'est des épreuves. Et le jour où l'enfant arrive, moi, ma mère avait 39 de fièvre quand on l'a appelée. Et on lui a dit, vous avez une petite fille. Donc, émotion incroyable. Et on lui a dit, par contre, je vous préviens, elle est toute petite. Voilà. Et t'avais quel âge? Déjà, à l'époque, j'étais toute petite. T'avais 1 an? Oui. Et t'étais déjà toute petite? Un petit rôti. Voilà. Parce que je suis née prématurée. Donc, et ma sœur aussi. Donc, on était malnutris. Et puis moi, j'ai dû être hospitalisée pendant 1 mois à l'hôpital parce que souvent, les enfants abandonnés ne mangent pas. Et c'était mon cas. T'as grandi dans quel endroit en France? Je t'ai même pas demandé. En région parisienne. En région parisienne? Oui. Ok, donc vers mon premier logement, c'était à Tismons. D'accord. Voilà. Et donc, t'as suivi donc, le primaire, tu me disais, l'école, le lycée. Et pour toi, c'était pas forcément facile de cacher un petit peu ça, ou finalement, en grandissant, t'as commencé à le raconter aux gens et à inventer un peu ton histoire pour pas qu'ils te posent trop de questions, quoi. C'est vrai que au primaire, j'étais
j'avais envie d'être comme toutes les autres petites filles. Et puis, petit à petit, quand j'ai grandi, j'ai commencé à le confier à une ou deux copines. Et puis, j'ai vu aussi la réaction qui était bienveillante des personnes autour de moi. Et petit à petit, j'ai osé le dire, mais à des personnes de confiance. Je le disais jamais au premier venu comme ça. Et puis, c'est en rencontrant le théâtre, finalement. Ça se passe à quel âge alors? J'allais y arriver justement Alors, à 15 ans. parler Ouais, parler un peu de ta carrière artistique, parce que comment la saltimbanque, pour reprendre tes mots, se révèle? Ça commence quand? Ça commence à l'âge de 15 ans, quand j'ai fait partie d'une troupe d'improvisation théâtrale. Et j'ai commencé à découvrir qui j'étais à partir de là. C'est-à-dire que j'étais pas du tout scolaire, moi, je m'ennuyais. À part un ou deux profs qui m'ont intéressée, vraiment, j'étais pas bien dans ma peau parce que c'était ce système de notes. Ça m'allait pas du tout. Ce truc d'être obligée tous les jours d'aller dans cet endroit, j'étais malheureuse. Et quand j'ai découvert l'art, le théâtre, ça a été une révélation. Par cette troupe d'impro, donc? C'était le premier jour, la première représentation que j'ai faite, j'avais 16 ans devant tout mon lycée. Et au moment des saluts, je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire en fait. Et j'ai trouvé ma place ce jour-là dans le monde en fait, dans la société, dans l'univers. J'ai trouvé ma place, je me suis dit, tu vas faire ça. Et à partir de là, j'ai eu une confiance en moi qui est arrivée. Tu saurais me décrire un petit peu ce que tu as ressenti intérieurement? Tu dis ma place dans l'univers, sur Terre, c'est une grande joie, c'est une énergie, c'est une reconnaissance. C'est ça, c'est-à-dire que quand on est un petit peu paumé comme ça, justement, ce truc de ne pas savoir d'où on vient, là, j'ai su où j'allais. Et du coup, en fait, j'avais un but et il y avait un truc dans lequel je me sentais bonne. Avec un talent, avec quelque chose à cultiver. Avec quelque chose, je me disais, il y a quelque chose. Je me suis dit, j'ai toujours su intérieurement que j'avais ce destin. Je ne sais pas encore où, effectivement, je ne sais pas où exactement tu vas, mais je savais qu'il fallait que j'aille dans cette voie. Est-ce que, pendant cette adolescence, tu t'es demandé plusieurs fois d'où tu venais? Est-ce que le désir de savoir était présent ou pas? Oui, mais il y avait des choses qui me retenaient. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une amie qui avait été abandonnée aussi, qui a fait des recherches, et elle a découvert que elle a eu 5 frères et sœurs, et que la mère a abandonné les 6 enfants. Voilà, donc moi, ma hantise, c'était de découvrir ça. Donc forcément, quand j'ai découvert que ma mère biologique avait aussi abandonné ma sœur, il y a eu 3 jours d'incompréhension, de colère, et c'était ça que je voulais pas découvrir. Tu voulais pas revivre ces émotions? Je voulais pas vivre ce qu'elle avait vécu, en fait. Vraiment, c'était une peur chez moi. C'est pour ça que souvent, on me demande, mais quand est-ce que tu ouvres ton dossier à la DAS et tout? Je répondais, mais non, j'ai trop peur et puis je veux pas savoir. J'aimais bien qu'il y ait ce petit côté mystérieux où tu sais pas. Et donc, le fait d'être comédienne, d'incarner des rôles, d'être possiblement tout ce que je voulais être, d'être plein de gens à la fois, et ça me permettait de combler ce vide. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les magazines de psy, etc., du poids des familles, de pouvoir faire ce que les parents veulent qu'on fasse, de répondre à leurs attentes. On dit souvent aussi, voilà, tu fais comme ton oncle, tu fais comme ton cousin, tu fais comme ton... Et on nous raccroche beaucoup à l'histoire de la famille. Et toi, il y avait une forme de page blanche à construire. Est-ce que ça t'a aidé à construire tous les personnages que tu voulais, à être... En fait, bizarrement, c'était plutôt une libération. Il y avait rien à reproduire, il y avait tout à construire. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que de faire de ce truc-là une force. Et de ne pas se laisser aussi... aller à un espèce de sentiment pas de Calimero, mais de se dire oui, moi j'ai eu une enfance difficile, alors bon, non en fait, non, moi j'ai eu une chance énorme et d'être adoptée par des parents qui sont absolument incroyables, et du coup, je me suis dit, mais fais-en une force, et puis d'adopter aussi moi, mes parents, parce qu'en fait c'est dans les deux sens. Tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Ça arrive qu'il y ait des enfants adoptés qui refusent d'adopter leurs parents, c'est-à-dire qu'ils le vivent très mal et l'adoption se passe mal. La fameuse ça arrive. La fameuse phrase de toute façon t'es pas ma mère, de toute façon t'es pas mon père, je rejette ça. C'est ça. Ça arrive. Ça arrive, malheureusement, ça arrive, et pour les parents adoptifs, c'est extrêmement difficile.
Et toi, naturellement, il n'y a pas eu ce problème? Non, parce que moi, vraiment, pour moi, je me suis dit, mais j'ai une étoile. J'ai une étoile et j'aurais jamais pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je suis pas grand-chose, mais j'aurais jamais pu vivre tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Jamais pu rencontrer les gens que j'ai rencontrés sans avoir ce parcours-là. Donc, je remercie ma mère biologique de m'avoir laissée parce que elle m'a donné une chance quelque part. Même si, sur le coup, j'étais très en colère après elle d'avoir aussi abandonné ma sœur. Parce que je me suis dit, mais t'en as abandonné combien? Elle avait certainement ses raisons, évidemment. Mais sur le coup, c'est pas si simple à vivre. Alors justement, on va parler de la rencontre avec ta sœur juste après. Oui. Je reviens encore sur cette période où petit à petit tu deviens artiste, adolescente et tu rentres dans l'âge adulte. Ouais. Est-ce qu'il y avait parfois, je veux dire l'adolescence, c'est quand même des moments où on fait la crise d'adolescence, des moments où on rejette des choses. Est-ce qu'il y avait parfois de toute façon, je sais pas ce que je fous sur Terre, quoi. Enfin, pourquoi ton spectacle s'appelle Extraterrienne? Je le disais un peu en rigolant dans l'intro, mais enfin, est-ce qu'il y avait ce côté un peu plouf, je suis là? Mais il y a ce côté, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que on se dit, mais on a l'impression un peu d'être parachuté dans un endroit où va falloir s'adapter. S'adapter à une famille qui ne te ressemble pas, s'adapter à une société qui va te regarder un petit peu différemment d'une personne un peu lambda, qui a une histoire normale, entre guillemets. Mais moi, j'ai jamais eu de crise d'adolescence en mode je me rebelle contre mes parents. J'ai pas eu ce truc. J'étais très solaire quand j'étais ado. J'étais très tournée vers l'art. J'allais faire des stages de musique. On partait dans la campagne avec ma prof de piano et d'autres élèves et on faisait de la musique. On tapait sur des tambours. Je touchais à tous les instruments. T'es hyper vivante, quoi. Ouais. Et le seul truc que j'ai pu faire qui a pu emmerder mes parents, c'est d'avoir une relation avec mon prof de théâtre pendant 2 ans, chose que je n'aurais jamais dû faire. Mais oui, ça les a bien emmerdés, ça. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Et tu leur as dit tout de suite? Ouais. Ils n'ont pas aimé? Il y en avait plus de 30, donc pas terrible. Ils t'ont laissé continuer ta carrière artistique quand même? Ils n'ont pas eu le choix. Tu disais tout à l'heure, ils m'ont baptisé, j'ai une bonne étoile. Souvent aussi, quand on ne sait pas d'où on vient, on peut se poser la question du sens de sa vie et peut-être du sens aussi spirituel, d'un dieu, d'une étoile, si on est croyant ou pas, qui nous accompagne. Est-ce que cette dimension spirituelle et la manière dont ta famille adoptive te l'a fait découvrir, est-ce que c'est venu nourrir ta vie ou pas? Oui, parce que moi, j'ai toujours cette sensation, depuis que je suis toute petite, qu'il y a un ange gardien quelque part qui m'aide, qui est là et qui me fait passer par tel ou tel endroit. Et tu te rends compte que j'ai dû avoir cette épreuve-là. C'est pas par hasard, parce que ça m'a permis d'accéder à tel ou tel truc. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a un Dieu quelque part, oui. S'il existait ce Dieu tel que tu te le représentes et tel qu'il t'accompagne, il ressemble à quoi? C'est un Dieu amour, un Dieu qui a tout tracé, un Dieu... J'ai pas de réponse. C'est pas le gros barbu, mais j'ai pas de réponse. Souvent, je m'adresse à la vie, moi. Souvent, ça m'arrive dans la rue, je lève les yeux au ciel et je dis merci. Voilà. Comme une gratitude, quoi. Ouais. Merci pour là où j'en suis. C'est important parfois de remercier. Oui, mais moi je pose la question parce que... Puis des fois je demande des trucs. Ah voilà, donc il y a une relation quand même avec... Bonjour la vie, j'aimerais s'il vous plaît, et hop, je demande un truc. Est-ce que la vie répond? Et puis quand la vie m'a répondu oui, je n'oublie pas de remercier. Mais donc, souvent les personnes, quand elles ont, on va dire, une famille un peu comme tout le monde, elles se disent... En tout cas, moi, je me suis dit personnellement, je sais d'où je viens, je sais ce qu'on me transmet. Mes parents, ils ont fait un enfant parce qu'ils s'aimaient et qu'ils voulaient qu'on ait une famille. Et donc, ça peut enlever un peu plein de questions qui viennent beaucoup plus tard dans la vie. Toi, elles étaient prégnantes dès le début. C'est-à-dire que où il y avait Dieu qui était à tes côtés, où il y avait toi qui pouvais compter sur tes propres forces, où il y avait ta famille, mais une famille qui te transmettait quelque chose qu'elle avait dans le cœur, mais qui n'était pas ta mère et ton père biologique. Donc, ma question, j'en termine par là, c'est est-ce que Dieu est devenu, et cette spiritualité, la vie, est devenu un sens, t'a aidé à trouver un sens à ta vie ou pas?
C'est ça le truc. C'était plus quelque chose qui m'a accompagnée. Le sens, je pense que c'est à toi de te le donner aussi toi-même. Et toi, tu as réussi à te le construire. Ben, je dis pas que j'ai pas eu le choix, mais presque. C'est-à-dire que t'aurais pu te laisser couler, t'aurais pu te dire je m'en fiche. Oui, c'est sûr. Et puis non mais bien sûr. Et puis prendre de la drogue. Mais ça t'as pas le choix en fait. Il faut aussi que tu t'en sortes. Et t'as pas forcément d'excuses. Pour moi, je voulais jamais que ce soit une excuse. C'est trop facile. Et en revanche, j'ai mis beaucoup de temps à avoir vraiment confiance en moi. Donc, ce côté spirituel, je l'ai aussi, entre mille guillemets, travaillé pour apprendre à mieux me connaître, apprendre à évoluer aussi au milieu des autres et à trouver ma place. Mais la confiance en soi, elle s'acquiert aussi avec l'expérience, avec l'âge. Et ça, on s'en aperçoit aussi avec la maturité. C'est-à-dire que quand on est petite et qu'on a été abandonné, comme c'est mon cas, il y a un petit côté qui est dangereux dans le sens, faut pas tomber dans le truc de j'ai pas confiance en moi parce que j'ai été abandonnée. Et ça, c'est très vite fait de faire le raccourci. D'où ma question. Ouais. Parce que toi, aujourd'hui... Je sais pas si je m'exprime très bien, je suis peut-être pas très claire. Hein. Ah si, c'est très clair. Ah mais ma question, c'était justement... Mais tu viens d'y répondre. C'est que c'est facile de tomber dans le... ma situation est comme ça, je lâche tout, et puis je sais pas trop qui je suis, et je vais pas me battre, quoi. Oui, non mais ça n'a jamais été... un point de départ qui m'a plombée, en fait. Je voulais surtout pas ça. C'est-à-dire que c'est... la facilité de dire oui, mais attends, j'ai été abandonnée, j'ai un parcours difficile. Non, au contraire, moi j'ai énormément de chance. Il y a énormément d'enfants qui ont grandi à la DAS, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Et ma sœur d'ailleurs travaille dans le milieu social. Elle en rencontre beaucoup, des gens qui n'ont pas eu la chance que nous on a eu. Et il y a rien de plus dur pour un enfant de pas avoir le repère d'un parent, d'une mère, d'un papa. Enfin, c'est très 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 compliqué d'avoir un parcours. Et il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs de la DAS qui arrivent à s'en sortir, mais il faut une rage et une volonté qui est hors norme. Justement, on parle de la volonté pour s'en sortir, de l'identité. Toi, quand tu deviens artiste, quand tu commences à monter sur les planches, tu joues plein de personnages, c'est le propre de l'artiste. Ouais. Question qu'on doit parfois te poser. Il y a à la fois ton identité, puis il y a tous les gens que tu interprètes, et si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est que tu les interprètes super bien. Merci beaucoup. Alors, comment... est-ce que c'était une manière de jouer plein de vies finalement, de ne pas jouer que sa vie, de jouer plein de vies, puisque tu es aussi au carrefour de plein d'histoires? Déjà, moi, quand j'incarne un rôle, j'aime bien parce que c'est un moment où je pense plus à rien. Donc ça te fait un repos. Non mais c'est vraiment une parenthèse où tu oublies tous tes problèmes, tu t'oublies toi aussi, parce que souvent on est fatigant pour soi-même. Et du coup, d'incarner des rôles, oui, du coup, en fait, je prends l'identité de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sait d'où il vient et quelqu'un qui sait probablement où il va. Et ça, s'il ne sait pas, tu sais à sa place. Bien. Et oui, parce que ça se rend plus fort aussi. Ça se rend plus fort, puis je m'amuse beaucoup. J'adore la série Caméléon pour ça, c'est-à-dire que vraiment, me mettre dans la peau d'un personnage et d'un coup d'être quelqu'un d'autre, ouais. Il y a un moment, il faut que tu me dises quand c'était, parce que j'ai plus la date, mais où tu vas justement rencontrer ta sœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu... Le 9 septembre, il y a 2 ans. Le 9 septembre, il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, cette histoire, en fait? Est-ce que tu avais déjà été à la DAS ouvrir ton dossier? Est-ce que tu peux nous raconter? Non, je voulais pas savoir. Et en fait, c'est Vincent Leroy, mon co-auteur, qui m'a offert un test pour savoir ses origines. Et un test ADN. Je citerai pas le truc, mais en plus, c'est interdit depuis cet été. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui écoutent et qui se disent « Ouais, je vais le faire ». En fait, non, désolée, c'est interdit maintenant. Mais à l'époque, il y a 2 ans, on pouvait encore le faire. Du coup, j'ai envoyé mes résultats et 15 jours après, j'ai reçu les analyses. Et en fait, j'ai découvert pour la première fois mes origines. Je m'y attendais pas. Parce que, vu le physique que j'ai, je savais effectivement, bien évidemment, que j'avais des origines un peu maghrébines. Vu le premier prénom que j'avais,
voilà, je me doutais bien que j'étais pas suédoise, mais je pensais que j'avais 30-40% d'origine, et puis après le reste c'est français. Et non, pas du tout, vraiment 70% Algérie, 27% ibérique et le reste Sierra Leone. Ah ouais. Voilà. Et ça a été incroyable de savoir mes origines, ça m'a donné une force. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis sentie vachement plus forte. Parce que- Et de me regarder dans le miroir, je dis bah oui, ok, très bien, c'est cool, je sais maintenant. Ça coche une case en fait, ça comble un vide. Donc il y avait quand même besoin, pardon, je creuse un peu, Oui, mais oui, oui. il y a quand même besoin. Je pensais pas que j'avais autant besoin, vous voyez. C'était vraiment dans mon inconscient. Je l'ai réalisé ça quand j'ai reçu les résultats. J'ai ressenti tout ça, de cette force, et j'avais envie de le clamer sous tous les toits, genre tous les toits, pardon. T'aurais eu envie de dire quoi? Bah, je suis algérienne. Regardez, j'ai un drapeau. Mais Ouais, mais je me suis rendu compte vraiment à quel point ça pouvait me manquer et j'en avais pas suffisamment conscience. Et puis, une semaine après, j'étais partie en vacances, j'étais dans un endroit où je captais pas trop. Et Vincent m'a appelée en me disant, est-ce que t'es assise? Je lui dis, ben oui. Il me dit, ben, t'as une sœur. Bon, il y a eu un grand blanc. J'ai pas pu dormir de la nuit. Il y avait juste marqué ça, avec 27,8% d'ADN partagé. Ben, il y avait je savais pas quoi faire. J'ai attendu un mois avant de lui écrire. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, est-ce qu'elle le fait ou pas? Elle l'a pas fait, donc je peux pas rester sans cette réponse. Et je lui ai écrit un mail, je lui ai dit « Coucou Julie, voilà, visiblement, d'après les tests ADN, nous sommes sœurs. Je voudrais surtout pas t'embêter. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on échange quelques messages? Voilà, ça, en tout cas, moi, je serais très émue et ça me ferait très plaisir. » Et elle m'a répondu oui, moi, je suis très émue aussi, surtout... j'ai été adoptée. Du coup, d'avoir une sœur, c'est une émotion incroyable. Et on s'est très vite appelés. Et voilà, et on s'est plus quittés parce qu'on s'appelle toutes les semaines, on se voit régulièrement. Et c'est drôle parce que elle a fait le test ADN en même temps que moi. Et ça, c'est un truc qui m'a fait halluciner, c'est que j'ai reçu les résultats une semaine après, elle l'a fait en même temps que moi. Elle les avait depuis 2 ans sur sa table de nuit. C'est quand même une synchronicité de dingue. Ouais. Et je crois, tu me dis si je me trompe, qu'elle vivait pas si loin que toi. Oui, elle a vécu pendant quelques années à une station de métro de chez moi. C'est quand même incroyable. C'est fou, hein. Et donc, dès que tu l'as vue, c'est la famille. Oui. Ah oui, non, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire que tous les gens qui nous entourent, c'est presque flippant parce qu'en fait, on parle de la même manière, on rit de la même manière. Et on a la même voix un peu. Voilà, il paraît. Après, moi, je m'en rends pas compte. Hein. Le fait de découvrir que Julie, elle a été adoptée aussi, ça t'a pas mis un peu en colère? Parce que j'imagine que quand t'as rencontré Julie, tu t'es dit « Ah, chouette, Julie va m'en dire... Ah si, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... il y a un côté où toute ta vie, tu réfléchis à ça, tu penses à ta mère biologique et tu as beaucoup de compréhension. C'est-à-dire que tu te dis, elle n'avait pas forcément les moyens, ou elle a dû avoir des empêchements, ou elle a dû avoir un parcours de vie très difficile, du coup elle n'a pas pu s'occuper de moi. Et tu dis, et quand tu apprends qu'elle a aussi abandonné ta petite sœur, il y a un côté protecteur. J'ai eu tout de suite ce truc. Après... Bien sûr qu'avec du recul, je lui en veux pas et qu'elle a certainement... Voilà, puis je la remercie surtout. Je la remercie de m'avoir donné cette chance. C'est incroyable qu'elle aurait pu avorter. En fait. C'est incroyable que tu la remercies. Non, mais je m'arrête là-dessus un instant parce que peut-être que pour toi, ça te paraît complètement logique, mais Téné Sous X, tu ne la connais pas et tu arrives à avoir de la gratitude, du merci. Et bien sûr, parce que... alors, dans les années 80, on n'avait pas tous les moyens de contraception, on n'avait pas la possibilité d'avorter peut-être aussi facilement, mais moi, elle m'a donné la vie. Et puis, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'aurais pas eu le même parcours, j'aurais pas eu les mêmes chances. Il faut quand même être lucide là-dessus. Enfin, je veux dire, j'ai eu une chance incroyable d'avoir les parents que j'ai eus. Oui, mais aujourd'hui, tu l'as construit. La possibilité... Oui, non, mais alors, ça se fait pas sans construire et sans effort. Mais la chance de départ, elle est quand même là. Est-ce que aujourd'hui, avec ta carrière aussi qui se déploie, tu as l'impression de bien savoir qui tu es, où tu vas? Est-ce que ce sujet de l'identité,
est un sujet un peu réglé pour toi? On en apprend tous les jours sur soi-même, je pense. Donc, affirmer comme ça que je sais exactement qui je suis au poil près, je dirais que non, pas encore. Mais l'avantage d'avoir mûri, d'avoir... allez, je dis mon âge. Ouais, allez, plus de 40 ans. C'est intéressant parce que je commence à quand même me connaître un minimum. Je commence aussi à me pardonner certaines choses, pas forcément me flageller sur tel ou tel truc. Parce que quand on a 20 ans, 30 ans, souvent, on s'en veut pour des trucs, on n'arrête pas de souligner ses propres défauts, on n'arrête pas de se dire mais pourquoi j'ai pas assez fait ci, pourquoi je serais meilleur en faisant ça, et on s'en veut sur plein de trucs. On se reproche des choses en permanence. En tout cas, moi, j'étais comme ça beaucoup. Et aujourd'hui, en ayant un peu vieilli, je me dis, mais ça va, fous-toi un peu la paix, quoi. Hein, t'es pas si nul, t'es pas... voilà. Et puis, c'est pas si grave d'avoir oublié tel truc. Vas-y, passe à autre chose très vite. C'est souvent avec nous-mêmes qu'on est les plus durs. Hein. Oui. C'est quand même... Ouais. Et comme quoi, ça fait du bien de se dire que... on n'est pas nul, on n'est pas moins bon qu'un autre, que celui d'à côté, et ça va, quoi. Là, aujourd'hui, quand tu te projettes justement dans la suite, avec ce spectacle qui est en tournée, avec ta carrière qui se déploie, comme je le disais, vers où tu veux aller? On a beaucoup parlé de est-ce qu'il faut savoir d'où on vient? On y a un petit peu répondu. La réponse est quand même oui, ça comble des vides petit à petit autant que possible. Et donc, cette recherche est un peu naturelle, légitime. Moi, c'est ce que je retiens. Comment tu te projettes? Elle est comment la vie de la Bajon devant telle que t'aimerais la conquérir? J'aurais envie d'être surprise. C'est pour ça que je me projette pas forcément sur des trucs hyper précis. J'aime bien me dire que la vie est toujours faite de surprises et que du coup, j'aurais envie de me surprendre moi-même. Et je pensais pas, moi... j'avais envie de faire l'Olympia, par exemple, mais je pensais pas que j'en étais capable. Bah si, en fait, ça s'est fait. J'aurais envie de faire du cinéma, j'aurais envie de faire mon propre film, j'aurais envie d'écrire d'autres livres. J'ai plein d'envies. T'es hyper vivante. C'est vrai, merci. Je pense, on arrive petit à petit à la fin de notre échange, et je pense à ces milliers de Français qui nous écoutent, qui sont soit des parents qui ont adopté, soit des enfants adoptés. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, de leur transmettre par rapport à ce qu'ils doivent vivre, aux questions qu'ils doivent se poser, à la lumière de ton expérience? Qu'est-ce que tu peux les encourager à faire, ou les questions à se poser? Je sais pas si je suis très douée pour donner des conseils, mais de ma propre expérience, je dirais à tous ceux qui ont été abandonnés que c'est très important d'arriver à en faire une force. Je sais que c'est facile à dire, mais que c'est pas impossible. Et je donnerais le conseil que Florence Foresti m'a donné après 3 mois. J'avais 3 mois dans les pattes dans le One Woman Show quand j'ai rencontré. Elle doit pas se souvenir de moi, mais moi je me rappellerai toute ma vie de ce qu'elle m'a dit. Ça m'a toujours servi. Elle m'a dit crois en toi à 400% parce que personne d'autre n'y croira à ta place. Et en fait, ce conseil m'a beaucoup aidée dans les périodes de doute, dans les périodes où ça n'allait pas du tout, où j'allais jouer, il y avait personne dans la salle, ou dans les périodes un peu plus difficiles où je me sentais seule. Ce conseil m'a vachement permis d'avancer. Regarde devant d'une certaine manière, quoi. Ouais, et en fait, tout va bien se passer. Comme dirait Darmanin. Merci beaucoup, la Bajon, d'être venue nous voir. Je rappelle que tu es en tournée dans toute la France avec ton spectacle L'Extraterrienne, et aux Folies Bergères le 4 avril prochain. Exactement. Merci d'être passé sur le plateau. C'est un plaisir, merci. Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. À très vite.